Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne pour cette vidéo numéro 3. Sur celle-ci, je vais vous parler des crises, un vaste sujet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes afin d'en savoir un petit peu plus sur moi et sur les thèmes que j'aborderai par la suite. Je parlerai un petit peu de moi, de mon vécu sur cette vidéo. Certains se reconnaîtront peut-être, voire apprendront des petites choses. Des petits conseils pourront aussi vous aider. Alors, suivez bien cette vidéo, s'il vous plaît. Et c'est parti. Donc, pour ma part, autour des 10-12 ans, j'ai eu ma première crise. C'était la cata. C'était vraiment la catastrophe. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous tremblez de la tête aux pieds, la vue qui se trouble, et par la suite, c'est le noir total. Pour un jeune enfant, c'est vraiment effrayant. Au réveil, ça n'est pas beaucoup mieux parce que vous êtes dans le flou total, vous êtes entouré de personnes, des curieux, il y en a toujours dans ces cas-là, des personnes inquiètes, certaines apeurées. Vos parents sont là, évidemment. Et tout près de vous, il y a les pompiers. Ces adorables pompiers, ces fameux pompiers que je remercierai jamais assez. Je sais que, hélas, ils seront toujours là pour nous, lors de nos crises, j'en reverrai d'autres, avec d'autres crises, que j'en ai le moins possible. Ça serait pas mal. Mais ça n'appartient pas à nous. Ça ne nous appartient pas. C'est celle que j'appelle gentiment ma coloc. Je l'appelle ainsi, c'est plus sympathique que épilepsie. Vu que elle vit avec moi. Ce n'est pas moi qui vis avec elle, mais c'est elle qui vit avec moi depuis 35 ans maintenant. Donc je vais trouver ce petit nom. Ces gentils pompiers sont là, ils font leur travail, ce qui est normal. Mais quand vous êtes déjà petit, paniqué, vous savez pas ce qui vous arrive, et qu'en plus, ces personnes vous posent 1000 questions, votre nom, votre prénom, votre âge, où est-ce que vous êtes, savez-vous ce qui vous est arrivé. C'est malheureux, mais on n'a pas de réponse à leur donner. On est vraiment à un point tel, carrément je vais dire le terme, dans le coltard phénoménal, que vous ne pouvez pas apporter de réponse à ces questions. Les parents, pour cette première crise, sont paniqués aussi. Ils se demandent ce qui est arrivé à leur fils ou leur fille. Ils cherchent des réponses. Ils sont dans une inquiétude folle. Voilà comment on met de l'animation dans une cour, dans la rue. C'est un peu spectaculaire, c'est vrai. Chaque fois que l'on a une crise, on a beau avoir l'habitude, on ne s'y fait jamais vraiment. Au fur et à mesure du temps, il est difficile d'encaisser toutes ces crises. Notamment lorsque l'on grandit, que l'on évolue dans la société. C'est un sujet, la société, l'épilepsie, que j'aborderai ultérieurement, tout comme l'emploi, là aussi dans ces cas-là c'est difficile, et d'autres sujets encore. Pardon, mais si je parle un petit peu trop de moi, mais j'ai estimé qu'il était normal que je parle de la façon dont je vis les choses, dont je les ai vécues, et aujourd'hui, de quelle façon je les vis, je les supporte. Parce qu'en parlant de moi, il y a un petit peu de vous. Certaines personnes se reconnaîtront à travers mon expérience, si je puis dire.
travers mes récits. Donc j'estimais que parler de moi avait une petite importance. Parce que une importance du fait que dans mes vidéos, je fais que cela comme un tête-à-tête entre nous, un partage à travers mes conseils, une écoute parfois, même si vous qui êtes épileptique, nous ne sommes pas en lien direct, avoir une écoute, de l'attention, de petits conseils, ça fait toujours du bien. Alors, comment les crises surviennent? Il n'y a parfois pas de raison. Les crises, elles viennent quand la colocataire frappe à la porte. Elle dit « Coucou, c'est moi, je viens te faire des misères », n'est-ce pas? Donc, les raisons pour lesquelles on peut faire des crises sont plus ou moins nombreuses. Il y a, dans un premier temps, inutile de le préciser, mais je le fais, l'alcool, l'abus d'alcool, ça c'est radical, ça vous ferait des crises automatiquement. Le manque de sommeil est un phénomène qui facilite les crises. Et je sais de quoi je parle, le sommeil et moi, on n'est pas copains. Vous avez aussi les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, le surplus d'émotions peut entraîner des crises, si étonnant que cela puisse paraître. Le stress est un phénomène important et qui nous mène la vie dure lorsque l'on est épileptique, notamment dans la vie en société, au travail, encore plus. Il y a un autre fait qui est le traitement. Surtout l'oubli du traitement. On oublie son traitement, des choses qui peuvent arriver. Si bête que cela puisse paraître, on peut oublier un moment ou un autre un traitement. N'importe qui, ça peut arriver. Donc là, il y a crise, bien sûr. Il y a aussi, lorsque vous avez un traitement, que votre neurologue cherche à vous stabiliser, à, comment vous expliquer, à trouver le bon dosage, en ajoutant un autre médicament, en le baissant, l'augmentant, enfin, toutes ces choses-là font que ça perturbe un petit peu la personne, et une crise peut survenir. Être épileptique peut commencer dès le plus jeune âge, malheureusement. De tout petits enfants, 2 mois, 3 mois, quelquefois même avant, hélas, peuvent être épileptiques. À cet âge-là, souvent, si je puis dire, la cause est génétique. Ne vous en veuillez pas, parents. Vous n'y pouvez rien, c'est ainsi. Ça aurait pu tomber sur le voisin, ça tombe sur vous. Il n'y a pas à culpabiliser pour autant. C'est un fait, ça nous tombe dessus, sans que l'on s'y attende, bien sûr. Il est difficile de soigner des petits bouts comme ça. On ne peut pas leur donner de médicaments. Il n'y a d'autre choix que les perfusions, des piqûres diverses, désagréables pour un petit être comme ça, stressant pour les parents, qui, de leur côté, cherchent des réponses, ont des dizaines de questions, auxquelles même un neurologue, un spécialiste, ne saura répondre dans l'immédiat, surtout. Et il est difficile parfois de comprendre les épileptologues, neurologues, autres spécialistes. Ils ont ce défaut, si je puis dire, de parler dans leur jargon, avec des termes de leur dictionnaire médical. Et c'est pas ce que cherche la famille, les parents, les conjoints. Ils veulent des termes simples, des mots
compréhensible de tous, par tous. C'est ce que j'essaie de faire lors de mes vidéos. J'entame ces sujets, mais avec mon vécu, avec ce que je sais, je vous donne des solutions, des petits conseils, mais que chacun, chacune peuvent comprendre avec mes mots simples, parfois brefs, mais suffisants pour assimiler facilement les termes que j'emploie. Heureusement, à notre époque, bien que en ce 21e siècle encore l'épilepsie soit mal connue, qu'il y ait des idées fausses, malgré tout, on peut trouver de l'aide par le biais d'associations diverses que l'on trouve même sur Internet. Pour ne pas la nommer, vous avez Épilepsie France. Un très bon site, très bonne page où vous trouverez beaucoup de partage, de bienveillance et certaines réponses aussi qui font chaud au cœur, qui reboostent un petit peu de temps en temps. Et des sites comme ça sont très appréciables. Moi-même, je navigue dessus de temps en temps et j'essaie de réconforter, de trouver les petits mots qu'il faut pour soulager les personnes. Psychologiquement, c'est très important. Il existe aussi des associations un peu partout en France. Dans diverses villes, vous trouverez des associations qui aident les familles, conjoints ou personnes épileptiques à se livrer, à vider leur sac, comme on dit. Ça fait tant de bien, parfois, car il y a des jours, même moi, où cette épilepsie, cette coloc est lourde à porter. Donc des associations comme celle-ci sont vraiment bienvenues et je vous invite à les rejoindre. Pour continuer à vous parler des aides, il existe aussi des bracelets d'alerte, des bracelets de secours. Par exemple, moi-même, j'ai celui-ci. Vous voyez ? C'est donc un bracelet de secours sur lequel il est écrit mon nom, mon prénom, ma date de naissance, en caractère un peu plus gros, la maladie que j'ai, donc l'épilepsie, c'est écrit épileptique, mais c'est valable pour aussi des personnes diabétiques ou ayant quelconque autre maladie. Et il y a aussi dessus le numéro de téléphone de la personne à joindre en priorité. Je le porte tous les jours, partout, et il m'a été souvent utile. C'est le genre de bracelet, vous en avez plusieurs sortes, qui n'est pas onéreux. Vous avez aussi les montres connectées. Pour celles-ci, vous avez plusieurs sortes. Ce que je vous conseille, c'est de bien toutes les regarder, étudier leurs caractéristiques, ne pas tomber sur la première, bien regarder afin de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Les épileptiques sont suivis par des neurologues, comme vous le savez, ou pas. Ceux-ci sont, comment dire, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il faut le reconnaître. Vous serez, vous, épileptiques, sûrement d'accord là-dessus. Il y en a plusieurs. Si vous voulez en choisir, regardez-en au moins deux. Vous voyez celui qui vous mettra le plus en confiance, qui vous apportera les meilleures réponses. Cela, souvent, moi le premier, je me dis, mais qu'est-ce qui me tape sur les nerfs ? Mais j'en ai marre. Je passe des électroencéphalogrammes, je l'écoute, il me parle, mais il m'énerve parce que, en fait, on n'a pas les réponses qu'on souhaite.
Les réponses qu'on voudrait, c'est par rapport à l'ESG par exemple. Ah mais il y a du mieux, il y a du moins bien. Pourquoi? Ou alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils nous disent ah, votre épilepsie s'est améliorée. Trouver une solution qui ferait qu'ils puissent diminuer votre dosage de médicaments. Tout ça nous travaille, nous perturbe et on a tendance à passer nos nerfs sur eux. Parfois, en direct, face à lui, on s'énerve. Ou alors on sort du cabinet et on dit c'est là qu'on se défoule. On a un petit coup de rage. C'est une petite parenthèse, mais je l'ai dit, vous le savez, ma chaîne est sans tabou. Donc, j'hésite pas à aborder tous les sujets, dire ce que je pense, et quelque part, vous serez d'accord ou non. Ça, à chacun de se faire son idée. Les crises n'attaquent pas directement. En fait, elles commencent par ce que l'on appelle des auras. Alors, qu'est-ce que des auras? Certaines personnes épileptiques elles-mêmes ne savent pas exactement ce que sont des auras. Elles disent qu'elles qu'elles ont des troubles visuels, qu'elles voient des points noirs, etc. Et en fait, ce sont ça, les auras. Ce sont des hallucinations visuelles, parfois auditives, qui sont difficiles à expliquer. Exemple, moi, je reviens sur moi, excusez-moi. Mes auras sont visuelles. Je vois comme des petits flashs brillants qui clignotent un peu. Et cela viennent à me boucher la vue, s'étale un petit peu plus sur mon champ de vision. Et jusqu'au moment où cela va se transformer en image, en personnage, en visage, que notre cerveau a enregistré dans son disque dur. Et arrive la crise. Vous avez aussi les auras qui dureront quelques secondes, quelques minutes, et qui passeront. Quoi qu'il en soit, ces auras, dès qu'elles arrivent, on stoppe tout. On ne prend pas de risque. On arrête tout ce qu'on fait. On se pose dans un endroit calme. On se met sur un fauteuil confortable. On s'allonge sur son canapé, sur un lit. On ferme les yeux, on fait le vide. C'est une des façons qui, moi, m'aide à canaliser, si possible, les crises. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça passe ou ça casse. Je vais être franc avec vous, les hallucinations, les auras auditives, je ne rentrerai pas en profondeur dans le sujet, car je ne sais pas exactement de quelle façon celle-ci se manifeste. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je vous parle de sujets que je connais. Mes auras, moi, sont quasi quotidiennes. Ça perturbe beaucoup le quotidien dans divers domaines. Vous avez prévu quelque chose dans la journée, il vous arrive une aura, et ben vous vous dites bon, on va se calmer et on repousse. Pas évident d'avoir des projets, même sur du court terme, lorsqu'une aura vous tombe dessus. Là, on se dit, on va garder la journée tranquille. Des personnes peuvent ne pas avoir d'aura aussi. Des épileptiques peuvent avoir des crises subites. C'est suivant les personnes. Chaque crise est différente. Semblable, mais différente suivant les personnes. Ces auras, pour revenir un tout petit moment sur elles, sont très perturbantes au travail. J'en ai moi-même fait les frais. À cause d'elles, je me suis blessé. En plus des crises, à cause desquelles je me suis aussi blessé.
Je ne suis pas le seul, j'en suis sûr. Mais je voulais revenir sur ce point des auras dans le travail, car j'en parlerai aussi ultérieurement dans la vidéo de l'épilepsie et l'emploi. Non, c'est pas que je prends les choses à la légère lorsque je parle de mon épilepsie comme ma coloc, mais à quoi bon s'apitoyer sur son sort? À quoi bon le parler avec tristesse, avec dégoût? Non, c'est en nous. Après tout, que serions-nous sans cette épilepsie? Sans cette épilepsie, nous aurions fait certaines choses que nous ne pouvons pas faire maintenant. Nous pourrions, par exemple, avoir le permis. Des épileptiques conduisent. Ça, c'est suivant les cas, encore une fois. Personnellement, je ne peux pas. Mais nous aurions fait bien des choses que nous ne pouvons pas faire, étant épileptiques. Mais en même temps, cette coloc fait partie de nous. Elle est en nous. Donc, en vivant avec, à notre façon, en la gérant, nous faisons d'autres choses que par contre, nous n'aurions peut-être pas fait n'étant pas épileptique. C'est à méditer. Vous avez 2 heures, je récupère les copies. Il y a 2 types principaux de crises. Il y a les crises partielles, c'est-à-dire que il y a tremblement, vous bavez, perte d'urine, mais il n'y a pas de perte de conscience. Et la seconde, on appelle cela les crises généralisées, voire les crises tonico-cloniques, ce qui revient au même. Donc là, vous avez la totale, si je puis dire. Tremblement, bave, perte d'urine et perte de connaissance. Mais des crises partielles peuvent se transformer aussi en crises généralisées. Après une crise généralisée ou partielle, comme je le disais au début, la personne est complètement ailleurs. Il ne faut rien lui demander. Elle vous dira peut-être son nom, son prénom à la rigueur, mais elle ne vous donnera pas son numéro de téléphone. Elle répondra tant bien que mal aux questions qu'on pourra lui poser, que les secours pourront lui poser. Elle fera au mieux d'après sa conscience lorsqu'elle immergera. Moi, c'est tout à fait mon cas. Et personnellement, après une crise, on est tellement vidé, nos muscles sont tellement contractés, ça nous prend une telle énergie, ces crises d'épilepsie, que moi, je mets 2 jours pour me remettre de celle-ci. C'est très très lourd. Une fois que j'ai repris conscience, j'ai la tête qui va exploser. Je suis pris de fortes migraines. Et 2 jours pour me remettre, c'est bien ce qu'il me faut. Certains épileptiques peuvent se faire opérer. Notamment ceux qui sont pharmacorésistants. C'est-à-dire que aucun traitement anti-épileptique ne leur convienne. Ils continuent à faire beaucoup de crises, qu'on leur change leur traitement, qu'on essaie de stabiliser, rien n'y fait. Donc, ils en viennent à passer par l'opération. Celle-ci est très délicate. Et dans un premier temps, on vous installe des électrodes. Cela dure sur 2 jours à peu près, pour situer exactement la lésion, à quel niveau elle se situe. Le chirurgien n'a pas droit à l'erreur. Pas dans une opération du cerveau trop importante et tellement risquée. Suite à cela, une fois que la lésion est bien ciblée, eh bien on ouvre. On ouvre le cerveau, on vous enlève la cellule malade, la coloc indésirable,
on l'enlève et on referme la boîte, si je puis dire. C'est une opération qui réussit assez bien dans l'ensemble, mais qui n'est pas non plus garantie à 100%. Il peut y avoir des conséquences aussi par la suite. Des personnes se sont faites opérer, par exemple, et n'ont plus d'épilepsie, mais par la suite ont eu un problème de champ visuel. On ne pouvait plus voir que d'un seul œil. Des soucis psychologiques divers. Ça peut arriver. Opérer un cerveau n'est pas rien. Mais dans la majorité des cas, cela fonctionne bien, les personnes guérissent, mais c'est suivant où se situe la cellule malade. Suivant si elle est proche d'un endroit très délicat, eh ben, les chirurgiens préfèrent ne pas prendre de risques. Ce qui est mon cas. Moi, on m'a déconseillé de me faire opérer. Mais parfois, sans opération, du jour au lendemain, des personnes vont guérir de leur épilepsie. Ou en fait, peut-être pas guérir, mais leur épilepsie va disparaître. Sans raison, comme ça. Même des neurologues n'ont pas la réponse. Du jour au lendemain, elles ne seront plus épileptiques. Cela, pour certains, peut durer très très longtemps. D'autres, ça va durer 4 ans, 5 ans, voire un peu plus. Et de la même façon qu'elle sera partie, au bout de 7, 8 ans ou autre, elle reviendra. Et là, psychologiquement, c'est très dur pour un ancien épileptique, se sentant libéré et tomber de nouveau, se retrouver face à cette maladie. Psychologiquement, pour cette personne, c'est très difficile. Elle aura besoin de beaucoup de soutien. Il ne faudra surtout pas la laisser seule. Elle aura besoin d'un suivi. Et le mot soutien est petit lorsque j'ai dit qu'elle aura besoin de soutien. Ça va être très très difficile pour elle de repartir dans cette vie d'épileptique avec ces interdits qui se représentent. Agir face à une crise. Il y a de fausses idées. Je vais expliquer exactement comment une personne doit réagir face à une autre faisant une crise d'épilepsie. Il faut tout d'abord écarter tout objet, que la personne soit dans la rue ou chez elle. Il faut écarter tout objet avec lequel elle pourrait se faire mal involontairement. Ensuite, tout de suite, vous appelez les secours. Une fois cela fait, vous mettez la personne en PLS, en position latérale de sécurité, afin qu'elle ne s'étouffe pas avec sa salive, ou au cas où elle se mordrait la langue, et ben, pareil, qu'elle ne s'étouffe pas. Vous lui mettez un coussin, si elle est chez elle, ou si vous êtes dans la rue, vous pliez un blouson et vous lui mettez sous la tête, pour éviter que la personne ne se fasse encore plus mal qu'elle ne pourrait se le faire, pour éviter que sa tête ne cogne trop contre le sol et qu'elle se fasse un hématome. Prenez garde, malgré tout, de ne pas prendre de coups, vous non plus, en étant trop proche de la personne. N'essayez pas de la maintenir, parce que c'est là que vous pourriez prendre des coups. Restez à ses côtés, ne la laissez pas seule, cela va de soi. Restez là le temps que les secours arrivent, mais prenez soin de ne pas être vous-même blessé. Il y a des personnes qui disent qu'il faut mettre la main dans la bouche de la personne qui fait la crise pour éviter qu'elle ne s'étouffe ou que sais-je. Non, surtout pas. Ne pas faire ça. Car, étant donné que ce sont les nerfs qui se crispent, vous mettez votre main dans la bouche d'une personne faisant la crise, elle va vous mordre. Et elle peut vous mordre jusqu'au sang. Et là, c'est vous qui seriez blessé.
Voilà pour ce qui est des crises, de comment réagir face à une personne faisant une crise. Voilà que la vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de celle-ci, espérant vous avoir apporté un petit quelque chose, que ce partage vous aura aidé un petit peu, que je n'aurai pas oublié quelque chose, un détail, une précision à faire. Mettez-le moi en commentaire. Je reviendrai dessus sans aucun problème. Prenez bien soin de vous. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera l'épilepsie et la scolarité. Un sujet très délicat. Un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Force et courage. À très bientôt. Ciao, ciao.